Le bruit de ma canne résonne dans le silence du pavillon de Neuilly comme un métronome solitaire. 3 pas, un coup sourd sur le parquet, puis 3 autres pas. Depuis que Marguerite nous a quittés, je déambule dans ces 5 pièces comme l'ombre de moi-même. Chambre, salle de bain, cuisine, salon, bureau. Ma routine matinale n'a pas changé depuis 143 jours exactement. Chaque matin, j'arrache une page du calendrier mural, cette vieille habitude de mes années de travail qui faisait sourire ma femme. Il existe des calendriers électroniques, Henri, me disait-elle avec cette lueur tendre dans le regard. Elle comprenait que ce petit rituel de contrôle du temps m'était essentiel. Notre maison du 16e arrondissement est bien trop grande pour un vieil homme seul. 2 étages de style haussmannien que Marguerite et moi avions choisi il y a 35 ans. Je me souviens encore de sa main qui serrait la mienne le jour où nous avons franchi le seuil pour la première fois. C'est ici que grandira notre Céline, avait-elle murmuré. Céline, ma fille, a bien grandi entre ces murs. Aujourd'hui, elle vient me voir comme si elle visitait un mausolée. Sa dernière visite remonte à 3 semaines. Une visite formelle, plus par devoir que par amour filial. Je verse mon café dans un mug écorné marqué au meilleur papa, cadeau de Céline pour mes 50 ans quand elle était encore étudiante en architecture. Cela semble appartenir à une autre vie. La lumière matinale filtre à travers les rideaux de dentelle que Marguerite avait commandés chez un artisan de Lyon. Elle avait toujours eu un goût exquis. Notre fille avait hérité de cette élégance, ainsi que des cheveux bruns et du nez droit, très caractéristiques de la famille Moreau. Seul son tempérament était plus doux, plus malléable, trop influençable peut-être. Je me installe dans mon fauteuil face au jardin et déplie le Figaro, habitude tenace malgré mes lectures matinales sur Internet. À 76 ans, j'apprécie encore le contact du papier entre mes doigts. Pourquoi tu t'abonnes encore à ces trucs, papa? Tu n'y vois rien sans tes lunettes, m'avait dit Céline lors de sa dernière visite. Thomas, son mari, avait esquissé ce sourire condescendant que je connaissais bien. Ma vue va très bien, avais-je répliqué, bien que plissant les yeux pour déchiffrer les petits caractères. Thomas avait ricané, tu justifies toujours tes habitudes par de grands principes. Admets simplement que tu refuses le changement. Marguerite n'aurait jamais laissé personne me parler ainsi. Mais Marguerite n'est plus là, et ma fille se contente de sourire gênée en évitant mon regard. La maison est trop silencieuse. Parfois j'allume la radio pour créer un fond sonore, moi qui n'ai jamais aimé le bruit de fond. Marguerite remplissait la maison de vie. Ses rires, le tintement de la vaisselle dans la cuisine, sa musique classique dans le salon. Mon regard se pose sur une photographie encadrée d'argent. Notre famille il y a 20 ans, devant le lac d'Annecy. Nous sourions tous les 3. Le vent ébouriffe les cheveux de Marguerite, et Céline, 15 ans, se blottit contre mon épaule avec une confiance et un amour qui me serrent le cœur aujourd'hui. Où tout cela s'est-il évaporé? Le changement a commencé il y a 7 ans, quand Céline nous a présenté Thomas. Grand, élancé, sourire parfait et ambition lisible dans chaque geste. Il venait d'être promu chez BNP Paribas comme analyste financier. Sa première question en visitant la maison était « Depuis combien de temps votre famille vit-elle ici ?» Je n'ai compris qu'après qu'il ne s'intéressait pas à l'histoire de la maison, mais à notre situation financière. Marguerite, plus perspicace en ces matières, m'avait confié plus tard, il nous évaluait, Henri, pas la maison. La première année de leur relation, Céline restait la même. Elle appelait presque quotidiennement, venait le week-end, partageait ses succès dans son cabinet d'architecture. Mais progressivement, ses visites se sont espacées, les conversations raccourcies. Quand elle a épousé Thomas il y a 5 ans, j'ai définitivement perdu ma fille. Leur mariage a été somptueux, 300 invités dont la moitié étaient des associés et collègues de Thomas. Céline souhaitait une cérémonie modeste, mais a cédé au désir de son mari. Je me souviens de son visage ce jour-là. Belle, mais incertaine, comme si elle jouait un rôle dans la pièce de quelqu'un d'autre. Après leur lune de miel aux Maldives, ils ont acheté une maison dans le 7e arrondissement. Thomas était devenu directeur adjoint des analyses, et Céline avait quitté son cabinet. Temporairement, papa, m'avait-elle expliqué. Thomas a besoin de moi pour les événements professionnels. Et puis nous préparons l'arrivée d'enfants. Les enfants ne sont jamais venus, et la pause temporaire de Céline s'est éternisée. Aujourd'hui,
Elle s'occupe d'œuvres caritatives et organise des réceptions que Thomas juge cruciales pour sa carrière. Je termine mon café et me lève en m'appuyant sur ma canne. Mon genou me fait souffrir depuis quelques années, séquelles d'un accident sur un chantier quand j'étais encore jeune ingénieur. En boitillant, je me dirige vers la bibliothèque et sors un album photo. Marguerite était méticuleuse dans la documentation de nos vies. Chaque photo est légendée de son écriture soignée. Date, lieu, événement. Je tourne les pages, regardant notre fille grandir. Premier pas, premier jour d'école, baccalauréat, université. Ces souvenirs me font mal, mais je ne peux m'empêcher d'y revenir. Surtout maintenant que Marguerite n'est plus là et que Céline est devenue presque une étrangère. Notre dernière réunion familiale remonte à 2 semaines avant la mort de Marguerite. Elle connaissait déjà son diagnostic, mais se tenait avec une dignité surprenante. Nous avions invité Céline et Thomas à dîner. Marguerite avait préparé un rôti de bœuf, le plat préféré de notre fille. Ils sont arrivés avec 40 minutes de retard. Thomas s'était excusé, invoquant une réunion professionnelle importante. À table, il était distrait, vérifiant constamment son téléphone. Marguerite tentait de maintenir la conversation, s'enquérant de leur vie, de leurs projets de vacances. Nous pensons à l'Europe, avait répondu Céline. Thomas mérite des vacances après avoir conclu une affaire si importante. Et toi, ma chérie, avait demandé Marguerite. Tu mérites aussi des vacances, non? Céline avait hésité, et Thomas avait répondu à sa place. Céline fait un excellent travail en tant qu'épouse d'un homme qui réussit. C'est aussi un métier, n'est-ce pas? J'avais remarqué les lèvres pincées de Marguerite. Elle avait toujours été une femme indépendante, équilibrant avec succès famille et carrière dans l'entreprise familiale Moreau. Cette attitude envers sa fille la blessait profondément. Pendant que Céline aidait sa mère à débarrasser, Thomas s'était tourné vers moi. Comment vivez-vous votre retraite, Henri? Votre travail ne vous manque pas. J'avais répondu que je conseillais encore sur quelques projets, que mon expérience était sollicitée. Bien sûr, avait-il dit en me tapotant l'épaule comme on console un enfant. Tant que vous avez quelque chose à faire à votre âge, c'est important de garder le cerveau actif. Aucune insulte directe dans ces mots, mais le ton, cette condescendance d'un homme s'adressant à un vieillard impotent. J'avais ravelé ma colère pour Marguerite et Céline. Aujourd'hui, je le regrette. Je regrette toutes les fois où j'ai encaissé, où je n'ai pas remis Thomas à sa place, où je l'ai laissé me considérer comme un vieil homme faible et sénile. Marguerite avait tout vu. Dans ces derniers jours, quand nous étions seuls, elle parlait souvent de notre fille. Elle a changé, Henri, murmurait-elle, allongée dans notre lit, déjà trop faible pour se lever. Il est en train de la changer, et pas en mieux. Je referme l'album et le repose. Il est temps de me préparer pour la réunion hebdomadaire du club d'échecs. C'est l'une des rares activités sociales que j'ai conservées après ma retraite. Le club se trouve dans un lycée local et rassemble des membres de mon âge et plus jeunes. J'apprécie cette occasion d'interagir avec différentes générations. En montant à ma chambre pour me changer, je passe devant notre ancienne chambre conjugale. Tout est resté presque inchangé. Je n'ai pas pu me résoudre à ranger les affaires de Marguerite. Son parfum trône encore sur la coiffeuse, son armoire déborde de ses vêtements, le livre qu'elle n'a pas fini de lire attend sur la table de nuit avec un marque-page à la page 213. Parfois, je m'assieds dans son fauteuil près de la fenêtre et j'imagine qu'elle est encore là, contemplant le jardin qu'elle aimait tant. Je lui parle, lui raconte ma journée. Cela paraît pathétique, mais je m'en moque. J'enfile la veste de tweed que Marguerite m'avait offerte pour mes 70 ans. Tu ressembles à un professeur d'Oxford là-dedans, avait-elle ri en m'aidant à l'essayer. Je souris à ce souvenir, bien que mes yeux piquent traîtreusement. Au club d'échecs, je retrouve Benjamin Moreau, mon vieil ami et partenaire de jeu habituel. « Comment va votre genou, Henri » demande-t-il en remarquant ma canne. « Ça a été mieux », je réponds. Mais le docteur Klein dit que je suis en excellente forme pour mon âge. Comment va Céline? Toujours mariée à ce banquier prétentieux. Benjamin est l'une des rares personnes à voir Thomas tel qu'il est vraiment. Ils se sont rencontrés lors de plusieurs événements municipaux et Benjamin a immédiatement pris mon gendre en grippe. Les choses n'ont pas changé, je soupire. Ils sont venus il y a 3 semaines. 1 heure chez moi, puis ils sont repartis prétextant un rendez-vous important. Après plusieurs parties, dont je gagne 2,
Benjamin et moi nous rendons à la cafétéria. Elliot Durand, professeur d'économie et l'un des plus jeunes membres du club, nous rejoint. J'ai appris la mort de Marguerite Moreau, dit-il en se tournant vers moi. Toutes mes condoléances, monsieur Dubois. J'étudie le cas des laboratoires Moreau avec mes étudiants, une entreprise impressionnante avec une forte culture d'entreprise. Cette brève conversation me ramène à mes pensées sur l'héritage de Marguerite. Je sais que je vais bientôt devoir rencontrer l'avocat de la famille Moreau pour discuter de son testament. Sur le chemin du retour, je m'arrête au supermarché. Mon caddie semble si vide pour une seule personne. Un paquet de café, du pain, des œufs, quelques pommes, un plat préparé du rayon traiteur. À la caisse, je remarque un journal local avec un titre sur l'expansion des laboratoires Moreau. J'achète un exemplaire pour le lire à la maison. De retour chez moi, l'article révèle une nouvelle gamme de solvants industriels écologiques que l'entreprise va commencer à produire. C'était le projet de Marguerite. Elle a toujours insisté sur le fait qu'une entreprise devait être non seulement profitable, mais responsable. Le téléphone sonne, brisant le silence de la maison. Le nom de Céline s'affiche. Je décroche, tentant de rendre ma voix joyeuse. « Salut papa, comment allez-vous » Sa voix semble tendue. « Je vais bien, ma chérie. Je suis allé au club d'échecs aujourd'hui, j'ai gagné 2 parties contre Benjamin. » C'est bien. Pause. Papa, Thomas et moi nous demandions. As-tu pensé à vendre la maison? Elle est trop grande pour toi seul, et c'est beaucoup de travail pour l'entretenir. Voilà. Je savais que cette conversation arriverait tôt ou tard. J'aime ma maison, Céline, et je me débrouille très bien pour l'entretenir. J'ai une femme de ménage qui vient 2 fois par semaine. Mais c'est tellement peu pratique, papa. Tu pourrais avoir un appartement plus petit, peut-être dans une résidence sécurisée pour seniors. Il y aurait de la compagnie, des soins médicaux. Je n'ai pas besoin de soins médicaux, je l'interromps. Et je ne vais pas vendre la maison où tu as grandi, où ta mère et moi avons passé toute notre vie. Silence à l'autre bout du fil, puis un soupir. C'est juste une maison, papa. Et l'argent de la vente te donnerait une vieillesse confortable. Ma vieillesse est déjà assez confortable, je réponds, sentant l'irritation monter en moi. Et j'aimerais que mes enfants me rendent visite ici plutôt que dans une résidence sécurisée. Thomas et moi sommes très occupés, tu sais. Mais nous nous inquiétons pour toi. Je retiens un rire amer. Inquiet? J'aimerais y croire. Mais non, ce n'est pas de l'inquiétude. C'est l'anticipation de la maison qu'ils pensent hériter un jour. Apparemment, ils ne veulent pas attendre. Ce que Céline et Thomas ne savent pas, c'est ce que j'ai appris le matin même chez Maître Hartley, l'avocat de la famille. Marguerite m'a légué ses 40% des laboratoires Moreau, une participation évaluée à 9 millions d'euros. Et dans une lettre personnelle qu'elle m'a laissée, elle explique pourquoi elle a pris cette décision plutôt que de tout léguer à notre fille. « Mon cher Henri, écrivait-elle, j'ai vu comment notre fille a changé sous l'influence de Thomas. De la jeune femme brillante et indépendante que nous avons élevée, elle devient l'appendice de son mari. Je ne peux pas laisser l'héritage familial tomber entre les mains de quelqu'un qui ne partage pas nos valeurs. » Marguerite avait raison. J'ai vu Thomas évaluer notre fortune comme une ressource à optimiser, un moyen d'atteindre ses ambitions. Entre ses mains, l'entreprise familiale perdrait son âme pour devenir un simple actif dans un portefeuille d'investissement. 3 semaines après cette conversation téléphonique difficile, ils débarquent chez moi sans prévenir, accompagnés d'un avocat. Ils ont découvert l'héritage, dans une petite ville comme Neuilly, les secrets ne durent jamais longtemps. La confrontation est brutale. Thomas menace de contester le testament, suggère que Marguerite n'était pas en pleine possession de ses facultés, insinue même que je suis trop âgé pour gérer de tels actifs. Mais j'avais anticipé cette réaction. Sur les conseils de Maître Hartley, j'ai créé une fiducie de gestion qui me garantit un revenu à vie tout en confiant la gestion opérationnelle au conseil d'administration de l'entreprise. À ma mort, les actions seront mises en vente publique avec droit de préemption pour les actionnaires existants. Thomas n'aura jamais le contrôle qu'il convoitait. Sa colère est palpable quand il comprend que tous ses plans s'effondrent. Céline pleure, m'accusant d'avoir déshérité ses futurs petits-enfants. Quels petits-enfants? Je demande. Ceux que Thomas et toi remettez sans cesse à plus tard parce qu'il faut d'abord atteindre un certain statut. Ces mots la frappent comme une gifle.
Elle repart en colère, me traitant de vieil homme égoïste et cruel. Ces paroles me blessent profondément, mais je tiens bon. Je protège l'héritage de Marguerite et l'intégrité de l'entreprise familiale. Les mois qui suivent me prouvent que j'ai pris la bonne décision. En rejoignant le conseil d'administration des laboratoires Moreau, je retrouve un but, une utilité. Mon expérience d'ingénieur se révèle précieuse pour optimiser les nouveaux projets. Je tisse des liens avec Nathan, le neveu de Marguerite, un brillant chercheur en développement durable qui me rappelle ma jeunesse. Ma maison se remplit à nouveau de vie avec les visites de Nathan, de sa compagne, et des jeunes collaborateurs de l'entreprise qui viennent chercher mes conseils. À 76 ans, je ne suis plus un fardeau mais un mentor respecté. Céline et moi ne nous parlons plus. Cela me fait mal, mais j'ai appris à vivre avec cette douleur. J'ai découvert qu'on peut construire une nouvelle famille, trouver un nouveau sens à sa vie, même à mon âge. La porte reste ouverte pour ma fille, mais je ne suspendrai plus ma vie dans l'attente d'une réconciliation hypothétique. Marguerite serait fière. J'ai honoré sa volonté, protégé son héritage, et prouvé que la vieillesse n'est pas synonyme de résignation. À 76 ans, j'ai recommencé à vivre pleinement, entouré de gens qui m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. C'est peut-être cela, le véritable héritage que Marguerite voulait me laisser. La force de choisir ma propre dignité.